Bienvenue, Maître Mehdi Kitani. Merci, c'est Rachid. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Mehdi Kitani, je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Casablanca, spécialiste en droit des technologies d'information et de la protection des données personnelles. C'est ce qui va beaucoup nous être utile aujourd'hui pour ce débat autour des enjeux de protection des données personnelles. On a ouvert le débat la semaine dernière avec vos confrères. C'est vos confrères les notaires, hein? Ouais, on peut considérer qu'on fait partie de la même famille. Pas la même famille, donc c'est de la continuité après les notaires, les avocats. Et autour de cette question, avocat, protection des données personnelles, quelle cyberdéfense juridique pour les justiciables chaque fois qu'il y a eu des attaques, des cyberattaques qui ont visé les institutions publiques ou les entités, publiques ou privées d'ailleurs. On parle beaucoup de défaillances technologiques, de potentiel, de défaillances aussi, ou avant tout peut-être d'ailleurs humaines, mais rarement de défaillances juridiques. Alors qu'il y a eu des milliers, voire des millions de données à caractère personnel qui ont été reversées dans le domaine public. Donc tout l'intérêt aujourd'hui avec vous, Maître Mehdi Kitani, c'est de mettre la lumière, en fait, c'est sur quelle cyberdéfense juridique pour les justiciables. Merci encore une fois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être me présenter un peu plus en quelques mots. Je suis spécialisé en droit du numérique et des nouvelles technologies. Je travaille sur le sujet depuis une quinzaine d'années déjà. Mes travaux varient en fonction des demandes de mes clients. Je suis consulté en général sur des projets de transformation digitale. Ça peut aller de la signature électronique à l'archivage électronique, en passant par la dématérialisation des process. Et, secteur public, secteur privé? Secteur privé essentiellement, mais on peut être sollicité aussi par certains acteurs du secteur public. Dans ce contexte-là, on est appelé aussi à conseiller dans le cadre de la cybersécurité et sur des sujets de protection des données à caractère personnel. D'ailleurs, je fais partie d'une association qui vient d'être créée en début d'année avec des confrères praticiens du droit de la propriété, de la protection des données à caractère personnel, et du numérique. Et on essaye d'interagir avec les administrations publiques dans un effort d'amélioration de la réglementation et des pratiques existantes en cette matière. Donc c'est essentiellement sur le terrain du conseil juridico-juridique, c'est ça? Absolument, oui. Oui. On est une association de praticiens du droit et on essaye d'améliorer les pratiques juridiques et pourquoi pas, comme vous l'avez évoqué, l'amélioration de la réglementation existante avec des propositions avec lesquelles on pourrait arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a, selon vous, Maître Mehdi Kitani, la nécessité, l'urgence, peu importe le qualificatif, je vous laisserai tout le loisir d'employer le qualificatif de votre choix, bien entendu, d'agir rapidement en la matière aujourd'hui? Il y a eu plusieurs attaques qui ont ciblé différentes institutions du pays. Il y a peut-être aussi des entreprises du secteur privé, parce que certains considèrent que chez nous, on a beau, si on était attaqué et piraté, pour autant, on n'en fait pas, ça ne donne pas, on ne le dit pas et on ne l'exprime pas. Mais en même temps, aujourd'hui, notre pays n'a jamais été aussi exposé à des cyberattaques, des cybernétiques, et qui a nécessité, voire urgence, de revoir rapidement le cadre législatif, harmoniser aussi nos normes, avec peut-être celles des normes européennes. Bref, il y a tout un chantier ouvert aujourd'hui où il n'y a pas que de la technologie, mais il y a aussi, il faut arriver à trouver la bonne combinaison en fait, entre technologie à utiliser et la dimension juridique. Oui, tout à fait. Les entreprises ont été attaquées, les administrations ont été attaquées, les avocats ont été attaqués aussi. Alors, on peut les cabinets d'avocats ont été attaqués également. Ont été victimes de certaines cyberattaques. Ça a été reporté par certains de mes confrères dans le cadre d'un cercle de discussion qu'on a avec des confrères. Et donc personne n'est à l'abri de ça. Et ça s'est pas su ça, que des cabinets d'avocats. C'est intéressant. Mais je vous le dis aujourd'hui, oui. Des cabinets d'avocats ont été attaqués. Et, ils sont nombreux? Ils sont quelques-uns, non pas très nombreux. Mais ça a été assez important pour que le bâtonnier publie un communiqué pour inciter les avocats à la vigilance, pour dire aux avocats, voilà quelle forme peuvent prendre ces attaques-là, voilà quelles sont les mesures préventives que les avocats devraient mettre en place. Donc, avec obligation ou sans obligation?
Médictani, sur les obligations. Ah ben, Parce que l'on voit qu'aujourd'hui, pour les notaires, vous avez vu comment, vous avez suivi ça de très près, vos confrères, vous faites partie de la même famille, pour reprendre le terme que vous avez Voilà. employé. Donc la plateforme taotech.ma a été suspendue pendant plus de 15 jours. Elle a été réactivée d'ailleurs la semaine dernière. Et il y a dorénavant, il y a toutes des recommandations de la Direction générale de la protection des systèmes d'information, DG2SI, qui les oblige dorénavant à appliquer à la lettre les directives. Est-ce que les avocats qui ont été attaqués, même si ça ne s'est pas su, sont soumis aux mêmes règles et exigences que les notaires? Alors, on a tendance à dire que ce qui vient de chez le bâtonnier a force obligatoire pour les avocats. Donc, ce sont des recommandations fortes qui sont sorties de chez Monsieur le bâtonnier et que les avocats s'efforceront, j'en suis sûr, d'appliquer à la lettre. Il n'y a pas d'obligation. Pour dire, il n'y a pas d'obligation explicite. Tout ça pour dire qu'il est important, même pour nous les avocats, et surtout pour nous les avocats, de se conformer non seulement à ces mesures qui sont, on va dire, fortement conseillées par Monsieur le bâtonnier, mais aussi plus généralement à la loi sur la protection des données à caractère personnel. 0908 0908, parce que nous sommes responsables de traitement, comme toutes les entreprises, comme toutes les administrations. Nous sommes responsables de traitement, nous sommes responsables du traitement des données de nos clients. Donc, en tant que responsable du traitement, nous avons des obligations, les mêmes obligations que tous les responsables de traitement, à savoir, parmi les plus importantes, l'obligation d'informer les clients qu'on traite leurs données. Bien sûr, ils nous les donnent, ils s'imaginent bien qu'on les traite, mais l'information qui doit être donnée... Traiter, est-ce que traiter, c'est protéger, maître? Alors, parce que des fois... c'est un terme polysémantique, si on peut utiliser ce terme-là, pour dire que ça peut avoir plusieurs significations, y compris les protéger. Les traiter, c'est les collecter. Les traiter, c'est les sauvegarder. Les traiter, c'est les transférer à des tiers. Les traiter, c'est les protéger. Enfin, les traiter, c'est les utiliser aussi de manière sécurisée pour la finalité pour laquelle ils ont été collectés et pas pour d'autres finalités. Donc, dans notre pays, il y a, je sais qu'il y a un peu plus à peu près 800 notaires. C'est vous, par contre, les avocats, vous êtes beaucoup plus nombreux. On est beaucoup plus nombreux. 16 000, 17 000 voilà, officiellement. On se compte en milliers au Maroc. Est-ce qu'on doit considérer, maître Médictani, que les 16-17 000 avocats sont équipés aujourd'hui et garantissent effectivement la protection des données personnelles de leurs clients? Parce que vous dites, voilà, il y a des avocats, des confrères qui ont été attaqués. Aujourd'hui, il y a le bâtonnier qui est monté au créneau pour attirer l'attention et faire en sorte de veiller à ce que des mesures soient prises par tous les avocats pour se protéger, pour être protégés d'une cyberattaque. Est-ce que sur les 16-17 000 avocats que compte notre pays, est-ce qu'ils sont tous équipés, protégés pour faire face à une éventuelle cyberattaque? Je crois que la prise de conscience est là. Maintenant, sur un nombre aussi important d'avocats par rapport au nombre de notaires, on ne peut pas forcément assurer un niveau de conformité, un niveau d'homogénéité comme celui que peut être celui des notaires. Ceci dit, il y a des initiatives qui sont prises, notamment une qui avait été prise en début d'année 2025 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Marrakech en collaboration avec la CNDP, pour souligner le rôle important que jouent les avocats dans la protection des données à caractère personnel. C'était également l'occasion pour insister sur la nécessité pour les avocats de se conformer à cette loi-là en tant que responsable de traitement. Et je sais de mes discussions récentes avec Monsieur le Président de la CNDP, Omar Serrouchni, avec lequel notre association est en contact permanent, que les professions libérales sont, à côté des professionnels de santé, l'une des préoccupations majeures de la CNDP du moment. Et donc, il y a une volonté de simplification des démarches pour les avocats et plus généralement pour les professions libérales, pour qu'on arrive à cette conformité dont vous avez parlé. On ne peut pas dire qu'elle existe totalement aujourd'hui, mais on est en bonne voie, notamment à travers la création d'un portail simplifié. Vous savez, portail simplifié un peu à l'image de ce que les notaires ont. Les médecins. Aujourd'hui, aussi pour les médecins, non pas comme Taoter.ma, juste
page Internet simplifiée pour permettre aux médecins, en tant que responsables de traitement des données de leurs patients, par exemple, de faire leur déclaration, d'être à jour de leurs obligations de déclaration par rapport à la CNDP. Donc, la même chose devrait être faite pour les avocats aussi, parce qu'il faut savoir que se conformer à la loi 0908, c'est pas quelque chose de très facile. C'est pour ça qu'il y a des praticiens de la chose, des juristes essentiellement, mais aussi d'autres professionnels. Et donc, il faut se faire accompagner généralement, mais Se faire accompagner par un spécialiste, juriste ou un sachant en protection des données à caractère personnel. Est-ce que ça peut être porté, ça, par le Conseil de l'ordre des avocats? Ce que nous disait Mohamed Rachid Tedlaoui, qui était là jeudi dernier, nous disait, voilà, ça va être le portage va se faire au niveau du Conseil de l'ordre des notaires. Il nous a dit aussi jeudi dernier que le portail Taortec.ma, cette interface entre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et la cartographie, Taortec.ma sera logé. C'est une décision qui a été prise au niveau du ministère de la Justice, qui se veut être un peu le ministère de tutelle. Est-ce que vous, là-dessus, vous êtes un peu logé aussi un peu à la même enseigne? Est-ce que la tournure qui est en train de prendre la problématique, ce qui s'est produit, la cyberattaque Taortec.ma, est-ce que ça pourrait être la même chose pour les avocats? Alors, certainement, nous avons notre ordre, ou le Conseil national des barreaux aussi, qui pourra prendre la chose à bras-le-corps avec le ministère de la Justice, qui héberge certaines solutions qui nous permettent de travailler plus facilement à travers notamment la dématérialisation du dépôt des requêtes, la dématérialisation du dépôt des pièces, et l'accomplissement de certaines procédures en ligne. Donc, on travaille, nos organisations professionnelles travaillent main dans la main avec le ministère pour assurer une sécurité optimale de la protection des données à caractère personnel des justiciables. Ça, c'est sûr. En tout cas, vous n'êtes pas soumis aux directives de la DG2SI, la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui a obligé, d'ailleurs, il y a un projet de loi, enfin, non, c'est un décret, d'ailleurs, qui a été adopté en février 2025, quasiment peut-être le jour de l'anniversaire de votre collectif, de votre nouvelle association, c'était le 20 février 2025, et qui oblige dorénavant à ce que toute entité, institution ou entreprise qui a recours à des prestataires externes de services cloud, donc d'hébergement, de répondre à des critères bien précis. Vous, pour les avocats, vous n'êtes pas soumis à ces directives-là, ça sera plutôt des directives plus différentes qui seront imposées par le ministère de la Justice? Cette directive à laquelle vous faites allusion s'applique plus au secteur public qu'au secteur privé, oui. Et il me semble. Et donc, je ne pense pas qu'on soit assujetti à cette directive là en particulier. On n'est pas non plus assujetti de manière explicite à la loi 0520 relative à la cybersécurité, qui concerne essentiellement les administrations de l'État, les offices, les services publics, mais aussi les entreprises privées qui sont classées infrastructures d'importance vitale ou qui gèrent des infrastructures d'importance vitale. Je ne pense pas qu'on puisse être classifié en tant que tel, mais ce que je veux dire, c'est que cette loi, bien qu'elle ne s'impose pas à nous ou à d'autres entreprises privées en tant que telle, il faudrait qu'on s'en inspire parce qu'elle contient un certain nombre de bonnes pratiques qui, si elles peuvent être mises en place, peuvent éviter des risques cyber importants. Quand on dit parler de l'infrastructure effectivement vitale, c'est quelque chose qui est très reprécisé par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. Est-ce qu'une information d'un justiciable, comme son nom, son prénom, son adresse, son numéro de carte CIN, son numéro de RIB, est-ce qu'on a considéré que c'est de l'information, de la data sensible, stratégique, vitale également, au même titre que ce qui a pu fuiter dans d'autres institutions qui ont été piratées par des groupes de hackers? C'est les infrastructures d'importance vitale qui sont visées par la loi 0520 et pas les informations d'importance vitale. Il faut savoir que cette loi 0520, elle impose une classification des données selon leur criticité, selon leur importance. Donc probablement qu'un numéro de carte bancaire ou un numéro de compte bancaire sont des informations critiques. Le nom et le prénom à lui seul, non. Mais le RIB, le numéro de CIN, le RIB, le CIN, oui, tout à fait. C'est des milliers et des milliers et des milliers de numéros de RIB et de numéros de CIN qui sont dans le dark web
depuis plusieurs semaines, suite aux différentes attaques qui ont ciblé différentes institutions de notre pays. Est-ce que vous êtes arrivé en tant qu'avocat, parce que je rappelle que vous exercez en tant qu'avocat au barreau de Casablanca, d'être saisi par un justiciable en disant voilà, moi je suis salarié d'une entreprise, d'une institution X ou Y, mes informations, mes datas personnelles ont été piratées, j'envisage, maître, de saisir en justice mon employeur. On aurait pu. Ça s'est produit? Non, ça ne s'est pas produit pour moi en particulier. Certains de mes confrères ont été consultés sur le sujet et m'en ont parlé. Mais moi, j'ai été consulté par des entreprises qui, par obligation morale, plus que légale, ont voulu communiquer avec leurs salariés pour les rassurer, pour leur dire qu'ils n'y étaient pour rien déjà. C'est-à-dire que l'entreprise n'était pas responsable. Voilà, que l'entreprise n'était pas responsable. Elle n'a pas de responsabilité, l'entreprise, en la matière, Maître Medikitani, sur de la data qui a fuité et qui concerne directement l'ensemble de ses salariés, numéro de CIN, numéro de RIB, par exemple. Est-ce qu'on doit considérer effectivement au niveau de la loi et au regard de la loi que l'entreprise X n'a aucune responsabilité et que sa responsabilité n'est pas du tout engagée? Alors, d'un point de vue théorique, sa responsabilité peut être engagée. Elle est responsable de traitement, c'est à elle qu'ont été fournies ces informations et elle a dû, dans le cadre d'une obligation légale, les fournir à la CNSS. Donc, il y aurait une cascade de responsabilités qui serait mise en œuvre. L'employé mettrait en cause sa société, enfin son employeur en tant que responsable de traitement, lequel mettrait en cause la CNSS parce que l'attaque l'a visée elle et non pas l'entreprise. Et donc, et la à CNSS ce moment-là, elle-même qui pourrait mettre en cause ou en équation le prestataire. Voilà, c'est prestataire de cybersécurité éventuellement. Et que dit la loi en la matière sur tout ce qui a pu se produire aujourd'hui, ces différentes datas, encore dernièrement avec la plateforme Taotek.ma concernant les notaires, c'est des milliers de certificats de propriété qui ont été reversés dans le domaine public. On peut avoir l'impression, Maître Medikitani, qu'en fait, parce qu'il y a un véritable enjeu de confiance numérique, et c'est-à-dire que quand on est citoyen, salarié, marocain, patriote, que nos datas ont beau fuiter, en fait, la loi ne peut rien faire, personne ne peut nous aider et qu'il n'y a aucun recours possible. Ça, c'est peut-être l'idée reçue qui s'est installée ou qui s'installe progressivement dans la tête de nos concitoyennes et concitoyens. L'arsenal juridique existe. L'obligation de mettre en place des mesures de sécurité est imposée par la loi 0908 aux responsables de traitement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc l'arsenal juridique existe. Après, est-ce qu'il est mis en œuvre ou pas, c'est une autre question. Est-ce qu'il est mis en œuvre ou pas, vous qui êtes au-delà de votre expertise, c'est plus de 10 ans, je veux dire, vous êtes le nez dans tout ce qui touche les violations, la piraterie informatique, data à caractère personnel. Cette loi 0908, Omar Serrouchni était ici même en janvier de cette nouvelle année. Il disait effectivement, il faut se pencher sur la rénovation de la loi 0908, bien avant les attaques d'institutions comme la CNSS ou autres. C'est ce qu'il déclarait ici même à ce micro en janvier dernier. Alors, il faut veiller à ce que les lois qui existent déjà soient appliquées plus fermement. Déjà. La loi 0908 existe aujourd'hui, mais elle n'est pas appliquée. Ou pas suffisamment. Elle est appliquée, pas suffisamment à mon sens. Et je comprends très bien la logique de la CNDP qui a prévalu depuis le début des années 2010, la CNDP était dans l'accompagnement pendant les 10 premières années. On le comprend très bien, c'était nécessaire pour faire de l'éducation. Mais aujourd'hui, ce sujet de données, ce sujet de cybersécurité est tellement rentré dans nos mœurs, j'ai envie de dire, qu'il faut maintenant ne plus considérer les responsables de traitement et les justiciables comme des bébés, entre guillemets, de la protection des données à caractère personnel et sévir quand il faut. Sévir, la CNDP doit renforcer, et on est très probablement consciente, parce que ça nous a été communiqué, renforcer ses capacités d'intervention pour pouvoir déférer, pour pouvoir faire plus de contrôles et déférer les dossiers. Très clair justement là-dessus. La CNDP, d'ailleurs, Rachid Tadlaoui, maître Rachid Tadlaoui, notaire, nous disait la semaine dernière qu'effectivement, ils avaient tous les notaires du pays, les 700, quasiment 80, presque 800 notaires avaient reçu un courrier de la CNDP pour un petit rappel de mise en conformité, les mesures à prendre préventives pour faire face à d'éventuelles attaques
de cybersécurité à la lumière de ce qui s'est passé pour Tortic.ma. Donc les notaires ont été surpris de recevoir un courrier assez incisif, entre guillemets, de la part de la CNDP, beaucoup considérant que la CNDP, c'était plus un organe consultatif qu'un organe décisionnaire. Est-ce que vous, Maître Medictani, dans la perspective de rénovation de ce cadre juridique, de l'arsenal juridique et législatif de 0908, est-ce que vous considérez que la CNDP doit jouer un rôle beaucoup plus visible et que c'est quelque part un peu le gendarme de la prévention en matière de cyberattaque? C'est une question probablement de moyens et de priorité. Il y a aussi une question de réforme législative. Aujourd'hui, la CNDP est très occupée à gérer les déclarations et les demandes d'autorisation qui lui sont faites et alloue beaucoup de ressources humaines et financières à cette tâche-là, qui est une tâche qui n'existe plus au niveau de la CNIL, par exemple, son homologue française, et qui a été remplacée, on va dire, comme tâche pour les agents de la CNIL ou de la CNDP par du contrôle. Mais ça passe par une réforme législative. Et donc cette réforme législative, elle est d'autant plus nécessaire qu'il faudrait que la CNDP se déleste de ses obligations de déclaration et de conformité, qu'on responsabilise un peu plus les responsables de traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils responsabiliser beaucoup plus, Maître Medictani, si vous permettez, c'est responsabiliser beaucoup plus les entreprises. Les entreprises, quand public, je dis responsables de traitement, public et privé, leur dire, voilà vos obligations, voilà les sanctions que vous encourez si vous ne vous conformez pas à ces obligations, sanctions qui par ailleurs devraient être peut-être revues à la hausse. Elles sont de quel ordre aujourd'hui? Elles sont de l'ordre de 600 000 dirhams maximum. Et c'est peut-être pas assez dissuasif pour certains, mais il faudrait déjà qu'on les applique. Parce que si vous voulez, ceux qui plaident uniquement pour une augmentation des seuils, des sanctions en disant « Ah ben, les entreprises ne se conforment pas parce que les montants ne sont pas assez importants, les montants des amendes ne sont pas importants. » Non, les entreprises ne se conforment pas parce qu'il n'y a pas assez de contrôle et que ces contrôles n'aboutissent pas à des sanctions. Si un contrôle est fait, qu'il aboutit à une sanction, que le nom de cette entreprise est publié, que sa réputation est mise à mal, eh bien, les autres entreprises vont déjà se conformer, quel que soit le montant de l'amende. On a un peu le même souci, je ne sais pas si comparaison n'est pas forcément raison, Maître Medictani, au niveau des délais de paiement, l'idée effectivement d'afficher publiquement les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière de délai de paiement, diffuser cette liste noire ou grise, et en fait ça a été rejeté, y compris par l'organisation patronale. Donc on voit bien qu'on a un souci là-dessus. Vous dites, voilà, le cadre législatif aujourd'hui, pour vous, il serait suffisant si on appliquait simplement la loi et ce qui est prévu, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas en conformité en matière de prévention face à la cyberattaque, elle peut encourir jusqu'à 600 000 dirhams de sanctions financières, on est bien d'accord? Je crois savoir qu'il n'y a aucune entreprise, ne serait-ce que depuis le début de l'année 2025, et les attaques qui ont pu cibler essentiellement les institutions publiques, qui a été condamnée à ce genre de sanctions. Pas à ma connaissance. Moi non plus. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que appliquons ce qu'on a déjà et travaillons sur une réforme pour améliorer l'existant, pour enlever ces obligations de déclaration, pour pouvoir s'attacher plus à des opérations de contrôle et augmenter les seuils de sanctions. Donc une réforme est nécessaire. La réforme de la loi de mettre les entreprises, elle est nécessaire, mais elle doit être menée en parallèle à une campagne d'application plus forte. De sensibilisation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement, par rapport à toutes les entreprises essentiellement publiques, parce que privées, il y en a a priori qui ont été attaquées, on vient d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui en exclusivité, sachant qu'on n'est pas à la recherche du buzz, au niveau de l'info en face Matin TV, que des avocats eux-mêmes ont été attaqués les avocats ne sont à l'abri de rien. Au même titre que toutes les professions. Ce sont des professionnels, des sites. Quand je dis des avocats ont été attaqués, c'est des sites web d'avocats qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, mais qui peuvent être bloqués, qui sont des sites informatifs. Donc voilà, et les avocats peuvent être victimes de phishing ou de ransomware ou d'autres... Maître Medictani, on peut imaginer qu'effectivement, si la loi avait été appliquée, la loi qui prévaut aujourd'hui, il y aurait des entreprises publiques, par exemple, qui auraient été condamnées à payer de 600 000 dirhams si une affaire
de ce genre avait été porté et esté en justice, une institution qui se fait pirater, qui n'a pas effectivement mis en place les mesures préventives pour sécuriser toutes les données à caractère personnel du public et de la population. Je pense à l'institution CNSS ou à d'autres institutions. Est-ce qu'on peut imaginer que s'il y avait une entreprise qui avait été estée en justice, qu'elle aurait été condamnée à payer ne serait-ce que cette sanction financière d'au moins 600 000 dirhams? C'est possible si sa responsabilité était avérée, qu'il y a eu des manquements évidents, bien sûr, pourquoi pas. Encore faut-il que par ailleurs, et c'est important de le souligner pour améliorer le climat de confiance numérique, il faudrait aussi que la formation des magistrats soit revue et améliorée par rapport à la chose numérique. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis les 2 dernières années, mais on est encore un peu à la traîne en matière de compréhension de la chose numérique par certains magistrats. Et avocats aussi? Et avocats certainement, et de la population en général. Donc voilà, mais il faut élever la conscience. Vous dites, il faut élever la conscience, mais étant donné qu'on va être jugé in fine par des magistrats, il faut que les magistrats soient mieux formés à la technologie. Est-ce que vous confirmez le fait, Maître Mehdi, que nos magistrats, ou des magistrats, pour ne pas généraliser et globaliser, sont beaucoup plus sensibles aujourd'hui à ces enjeux de cybercriminalité lorsqu'un crime qui est commis via l'usage de nouvelles technologies, d'outils ou d'instruments? Là, il y a du répondant, il y a une formation qui a été adéquate et des magistrats qui sont formés. Par contre, tout ce qui est fuite de données à caractère personnel, il y aurait, je pèse le terme que je vais employer, une forme d'insensibilité aujourd'hui de la part du corps de la magistrature, d'un peu dans ce sens, de dire voilà, c'est que le numéro de CIN d'un citoyen, c'est que son numéro de RIB, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'acte criminel commis. Non, je pense pas. Avec un gros préjudice. Non, je pense pas. Pas du tout. Je pense que la conscience de l'importance de la chose est là. Ce qui est à améliorer est la connaissance de la technologie. La connaissance de la technologie parce qu'un juriste aujourd'hui, pour bien rendre le droit, des consultations ou des jugements ou autre chose, doit comprendre la technologie. Donc la conscience existe. Comprendre l'IA, par exemple, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative, l'Internet. Voilà, comprendre la cybersécurité, comprendre la signature électronique, comprendre l'email, comprendre la sécurité d'un email, comprendre l'authentification multifactorielle, comprendre... Ça va être compliqué, ça, de comprendre effectivement les enjeux. Non, je pense qu'un petit module au niveau de la formation des juges, s'il n'existe pas déjà, de quelques heures par semaine pourrait suffire. On ne va pas devenir spécialiste de l'informatique. On veut juste avoir le b.a.-ba pour pouvoir comprendre de quoi on parle quand on nous parle de tel ou tel terme. Est-ce que vous confirmez le fait, Maître Mehdi Kitani, vous en tant qu'avocat, parce qu'il m'est arrivé de converser aussi avec certains de vos consoeurs ou de vos confrères, en disant voilà, par rapport à toutes ces affaires de cyberattaques qui sont produites malheureusement dans notre pays ces dernières semaines, on a l'impression qu'on parle, quand on parle de technologie, mais on ne parle jamais de juridique. Et qu'aujourd'hui, dans la perspective d'un front commun, en tout cas d'un front Maroc, pour faire face à ces différentes menaces, parce que je rappelle que le Maroc, selon le cabinet Kaspersky, fait partie sur le podium des pays dans le monde les plus exposés et les plus menacés par les cyberattaques. On est numéro 3. Je crois que numéro 1, c'est les États-Unis d'Amérique, numéro 2, l'Italie, si ma mémoire est bonne, et numéro 3, c'est le Maroc. Est-ce qu'il y a nécessité aussi de rapprocher en fait la technologie, la dimension technico-technique ou technico-technologique avec le droit, avec les magistrats, avec les avocats, pour mettre en place aussi, ou rénover ou pas, j'en sais rien, un cadre législatif en tout cas, et juridique qui soit en lien et qui soit dans l'air du temps? On a les bases. On a la loi 0520 relative à la cybersécurité. On a la loi 0908 relative à la protection des données à caractère personnel. On a la loi 4320 relative au service de confiance pour les transactions numériques. On a l'arsenal pénal aussi, et depuis un certain temps déjà. On a la loi 0703 qui a introduit de nouveaux articles dans le code pénal. Donc, on a un socle pour vous, intéressant. C'est suffisant? J'y arrive. On a un socle intéressant sur lequel il faut capitaliser et appliquer plus, et en parallèle, engager certaines réformes pour améliorer les lois existantes et pour clarifier les rôles et les responsabilités. Voilà, par exemple, améliorer la loi 0908 dans le sens
qu'on a évoqué tout à l'heure, Oui. améliorer la loi 0520 pour pouvoir inclure des dimensions nouvelles, comme la dimension de l'IA, par exemple, améliorer... De l'IA en partant dans quel sens? Parce que vers le valeur aujourd'hui, il y a ceux qui considèrent, si on est proche, si on conduit à se rapprocher du RGPD et de nos amis avec qui nous commerçons le plus, à savoir l'Union européenne, il faudrait avoir le respect de l'éthique. De la flexibilité éthique. Il y a d'autres philosophies dominantes qui considèrent que la data doit circuler au-delà des frontières et que rien ne peut empêcher une data de pouvoir circuler, être captée, être monétisée. C'est ça, et c'est la vision américano-britannique. Alors aujourd'hui, certains considèrent, y compris d'ailleurs chez vos confrères, qu'il faudrait aussi rapprocher notre loi 0908 au RGPD, le Règlement général de la protection de la donnée personnelle européen, parce qu'il y a à la fois sur de l'existant des convergences, mais il y a aussi des divergences qui divergent en fonction concernant la protection des droits des justiciables. Il n'y a pas énormément de divergences, mais il est nécessaire de converger vers le RGPD en matière de protection des données à caractère personnel. Vous êtes favorable? Moi, je suis favorable. Parce qu'on n'a pas le choix ou parce que... Non, parce que l'Union européenne est notre partenaire économique privilégié et parce qu'on doit s'aligner sur ces standards-là qui restent, à mon sens, les meilleurs à ce jour. Donc, ça veut dire qu'il y a de gros efforts à faire parce qu'en préparant votre venue, Maître Mehdi Ketani, je me suis rendu compte qu'effectivement, là, par rapport au RGPD qui, lui, a été adopté en 2016 et pleinement déployé depuis 2018, ça fait 7 ans, la portée extraterritoriale est centrale. C'est-à-dire que toute entreprise située ou pas en Europe est soumise au RGPD dès lors qu'elle traite des données de citoyens européens. Nous avons les entreprises marocaines aujourd'hui qui traitent des données de citoyens européens. On peut imaginer aussi que peut-être dans tout ce qui a été traqué ces dernières semaines, il peut y avoir aussi des données de ressortissants européens. C'est-à-dire que si on était dans le RGPD, donc totalement inscrit, aujourd'hui, on pourrait se retrouver en difficulté, me semble-t-il. Ne serait-ce que sur la portée extraterritoriale. Alors là, la portée extraterritoriale du RGPD, à ma connaissance, elle n'a jamais été réellement mise en œuvre. Et ce n'est pas le souci premier. Le souci premier ou l'intérêt premier d'un alignement avec le RGPD, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, soulager la CNDP du fardeau des déclarations et des autorisations. C'est-à-dire toute la bureaucratie, ça veut dire de beaucoup de contrôle a priori pour passer à du contrôle a posteriori. Et pour ça, il faut adopter certaines mesures qui sont prévues par le RGPD, notamment la tenue de registre de traitement des données à caractère personnel. Et c'est autant de mesures qui permettent de responsabiliser les responsables de traitement a priori. Comme ça, lorsque le contrôleur de la CNDP vient, il trouve que tout est en règle. Et ça, ces choses-là ne sont pas contenues dans notre loi 0908 aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'il faut modifier la loi 0908. D'accord, parce que la loi 0908, j'ai vu, côté en tout cas nous concernant, il n'y a aucune obligation de notification en cas de fuite de données personnelles. C'est-à-dire que valeur aujourd'hui, la loi 0908 n'oblige aucune entreprise publique ou privée à notifier, c'est-à-dire à déclarer qu'elle a été victime d'une cyberattaque. C'est quand même incroyable ça. Donc en fait, valeur aujourd'hui, comment on peut élever la conscience et rétablir cette confiance numérique lorsqu'on a un cadre législatif, Maître Mehdi Ketani, qui n'oblige pas une entreprise X qui a été victime d'une cyberattaque de le dire, tout simplement. C'est vrai. Rien ne l'interdit non plus. Oui. Si on a envie d'écrire un courrier à la CNDP lorsqu'on a été victime d'une cyberattaque, c'est toujours mieux. On l'a conseillé à nos clients lorsqu'on a été consulté dans le cadre des dernières cyberattaques qui ont eu lieu. D'envoyer un courrier à la CNDP. D'envoyer un courrier à la CNDP. C'est ce qui a été fait par rapport aux entreprises que vous avez accompagnées. Oui, certaines entreprises que nous avons accompagnées ont fait ça. Et c'est une bonne pratique, effectivement. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, la rendre obligatoire serait l'idéal. Ça permet quoi en fait de dire, je ne dis pas officiellement que j'ai été victime d'une cyberattaque, par contre, je suis consciencieux, je me fais conseiller par Maître Mehdi Ketani en l'occurrence, j'envoie pour adresser un courrier d'information et de sensibilisation à la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, en l'occurrence la CNDP, pour quelle finalité en fait? Par conscience, par acquis de conscience? Non, je le dis. Pour aider aussi les pouvoirs publics à identifier la nature de l'attaque et permettre aussi à nos pouvoirs publics de pouvoir aussi constituer un front anti-cyberattaque si effectivement il y a des similitudes
au niveau des attaques. Idéalement, ça c'est le vœu altruiste qu'on exprime en faisant ça. Il y a aussi un vœu un peu plus égoïste qui est celui de se dire si l'un de nos salariés ou l'un de nos collaborateurs fait une plainte contre nous auprès de la CNDP aura déjà un fond de dossier chez elle, une lettre de notre part disant qu'on s'est fait hacker et qu'on est victime nous aussi autant que le sujet qui s'est plaint à la CNDP. Mais vous, en tant qu'avocat et spécialiste justement de ce droit numérique, hein, Maître Médictani, est-ce que vous êtes favorable, vous, dans la perspective d'une rénovation du cadre législatif et de cette loi 0908, à ce qu'il y ait l'obligation qui soit rendue, comme le RGPD, ce que prévaut dans le RGPD, toute entreprise publique ou privée qui a été victime d'une cyberattaque doit nécessairement le déclarer, le notifier. D'ailleurs, au niveau européen, le RGPD prévoit dans un délai de 72 heures. Le délai, c'est quelque chose dont on peut parler, mais sur le principe, oui. Complètement. Obligation de notifier et de déclarer. Complètement. Sur le principe de reddition des comptes, accountability d'ailleurs, et de rendre obligatoire le fait que dans chaque entreprise soit nommée une personne désignée en matière de protection de la data, données personnelles. Est-ce que pour vous, il est nécessaire aussi, pour essayer de renforcer la lutte et la prévention face à des attaques, des cyberattaques, que chaque entreprise désigne un responsable? Pas qui serait responsable de l'attaque, mais qui serait désigné comme une espèce de délégué à la protection de la data. C'est ça, le délégué à la protection des données, ou DPO en anglais. C'est une bonne pratique, c'est une pratique utile. Il se pourrait que ça soit le directeur SI ou le directeur de la conformité ou un autre responsable au sein de l'entreprise en fonction de sa taille. Mais effectivement, c'est une bonne pratique à mettre en place parce que ces personnes-là, en général, sont formées pour être DPO et sont donc des sachants, peuvent véhiculer certains messages en interne, peuvent veiller au respect de certaines politiques en interne. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que justement ce DPO, délégué à la protection des données personnelles, se dise mais moi j'ai pas envie d'être désigné parce que j'ai pas envie d'assumer la responsabilité, d'être traîné devant un tribunal et d'être condamné? Non, il n'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là en tout cas de se dire voilà je. Non, il faut juste un peu d'éducation à côté pour faire prendre conscience aux gens qui seraient désignés DPO que c'est pas leur responsabilité personnelle qui serait engagée, mais la responsabilité de la société. Mais si vous permettez. Je voudrais souligner un point important, c'est le rôle de la prévention. Le DPO peut jouer un rôle très important dans la prévention et comme on le sait, en matière de cybersécurité, la prévention est la clé. Prévention, et non pas la sanction, c'est ça que vous êtes en train de dire. La prévention. Par contre, si effectivement on oblige demain, dans la perspective d'une rénovation de la loi 0908, de notifier, d'avoir l'obligation de notifier en cas de fuite, en cas d'attaque, de cyberattaque, l'entreprise sera obligée de le dire et de le déclarer officiellement et publiquement. Vous êtes pour. Le fait de désigner aussi un délégué par entreprise, par institution ou entreprise publique ou privée, DPO, donc qui soit désigné, vous êtes pour, parce que je rappelle que la loi aujourd'hui ne prévoit ni obligation de déclarer qu'on a été victime d'une cyberattaque, ni l'obligation de désigner un responsable de cette conformité. Est-ce que si déjà on fait ça, ça va élever la conscience de nos entreprises publiques et privées, et c'est-à-dire qu'on va pouvoir réduire ne serait-ce que la faille ou la faillite humaine qui serait à l'origine, j'ai bien dit serait, j'emploie bien le conditionnel, Maître Médictani, qui serait à l'origine majoritairement de ces cyberattaques qui ont pris pour cible les institutions et entreprises depuis quelques mois. Probablement, mais je reviens encore une fois à mon sujet favori ou ma ligne d'amélioration favorite, c'est qu'il faut faire retomber le bâton. On dit la carotte et le bâton. On a longtemps donné ou fait voir la carotte aux gens en leur disant la conformité c'est bien, la conformité ça peut vous attirer des clients en plus, la conformité c'est important parce que vous protégez les données, parce que vous allez faire des bénéfices en plus. Maintenant, il faut faire tomber le bâton un peu plus et mener des réformes législatives. Et le bâton porté par le ministère de la Justice, par la CNDP. Par la CNDP. Donc, le ministère de la Justice. C'est-à-dire que vous considérez que c'est Omar Serouchni qui est l'actuel, en tout cas, président de la Commission nationale de la protection de la donnée personnelle. C'est lui qui doit endosser, à qui on doit faire endosser, en tout cas, cette responsabilité du bâton. La CNDP doit effectivement renforcer ses contrôles. C'est déjà le cas. On a noté. C'est un peu comme la DGI, en fait. C'est-à-dire la DGI qui fait les contrôles
sur le terrain comme fiscal. la DGI Ouais, ou la c'est ça. DGSSI, pour Ouais. rester sur le sujet, la DGSSI qui fait des contrôles. Mmh. Il y a des obligations de conformité, la DGSSI fait des contrôles, a des pouvoirs de contrôle et les fait ces contrôles-là. Et élargir à toutes les entreprises ou rester cantonné sur les entreprises qui possèdent en tout cas ou qui font circuler ou qui traitent surtout de l'information et de la data dite vitale. Parce que là, on a un vrai sujet aussi là-dessus. Quand on fait un benchmark, il y a des pays qui catégorisent de la data. Donc la data vitale, la data sensible, la data stratégique, la data qui est propre, qui est semi-propre, qui est sale ou qui est semi-sale. Donc il y a tout un travail de catégorisation et de classification de la data. Et ce qui sera nécessaire, selon vous, dans la perspective de la rénovation de notre cadre législatif qui, selon vous, en tout cas pourrait, ou en tout cas c'est votre souhait, se rapprocher plus d'harmonisation avec le RGPD européen. Est-ce qu'il faut nécessairement aussi faire tout un travail sur ce marché de la data, et classifier la data, comme on peut classifier les menaces de risque cybersécurité? Alors, au niveau de la loi 0908, il y a déjà une classification qui est faite entre les données à caractère sensible et les autres. Donc les données de santé, les données de race, de religion, les données même de la CIN qui sont considérées par extension données sensibles. Mais c'est pas clarifié. Donc c'est sensible. Non, c'est clarifié. Ouais. C'est clarifié sur la Le classification. numéro CIN, c'est une donnée sensible. C'est une donnée sensible, pas explicitement dit par la loi 0908. C'est pour ça que je ne sais pas clarifier. Mais c'est connu de tout le monde, tous les praticiens en tout cas. Donc pour vous, il n'y a pas forcément de nécessité de recatégoriser ou de reclassifier non. et d'approfondir le classement la catégorisation des C'est data. pas pour moi l'enjeu majeur. Mais après, à côté de ça, il y a les obligations qui sont posées par la loi 0520 de classifier les actifs informationnels d'une entreprise d'importance vitale ou d'une entité étatique d'un service public. Thomas Lassure, ça veut dire vous me tendez la perche. J'ai vu d'ailleurs un rapport en préparant aussi votre venue, c'est le cabinet Deloitte, pour ne pas faire de publicité, qui considère que les entreprises les plus exposées, qui le sont aujourd'hui, qui le seront de plus en plus demain, ça sera les entreprises familiales, de par les différentes informations, notamment les informations en matière de transmission. Est-ce que, quand on sait que chez nous, par exemple, dans notre pays, alors on a des chiffres, on a quand même un nombre conséquent et important d'entreprises familiales. Est-ce que vous, il y a aussi peut-être un centre d'intérêt beaucoup plus accentué, beaucoup plus amplifié à avoir là-dessus, selon vous ou pas? Parce qu'on a, a priori, comme de toute façon il n'y a pas d'obligation de notification en cas de piratage, on ne sait pas si les entreprises du secteur privé, notamment les entreprises familiales qui ont été piratées, mais quand on voit comme ce qui se passe, on fait une radioscopie à travers le monde, beaucoup d'entreprises familiales sont de plus en plus victimes de cyberattaques. La cybersécurité doit commencer par une formation des dirigeants. Les entreprises familiales sont dirigées en famille et des fois la cybersécurité est reléguée au second plan, mais il faut impérativement que, on va dire, les nouvelles générations ou les repreneurs de ces entreprises familiales fassent véhiculer au management l'importance de se former à la cybersécurité. Vous savez, il suffit de passer 2 heures, 3 heures en formation pour un dirigeant, pour qu'il prenne la mesure de l'importance de la cybersécurité et qu'il soit aussi conscient des mesures qu'il doit mettre en œuvre lui-même. Ne pas ouvrir un mail suspicieux, ne pas accéder à un site qui est non sécurisé, etc., pour épargner à sa société des dommages majeurs. Et ça sera ma dernière interrogation, Maître Medictani, ceux qui considèrent qu'effectivement l'ouverture du Maroc, le fait de voir le Maroc positionné dans les radars continentaux, avec la CAN d'ailleurs en 2020, à la fin de l'année, et début d'année prochaine, la co-organisation de la Coupe du Monde, on voit, et puis la montée en charge de l'intelligence artificielle générative, fait qu'en fait aujourd'hui il faut agir vite d'un point de vue juridique pour ne pas être dépassé par les événements ou en tout cas par la data qui va circuler à une vitesse beaucoup plus constante et effrénée.
Il faut agir vite. Il faut agir vite. Il faut mener cette réforme de la loi 0908. Il faut aussi clarifier les rôles et responsabilités des différents organismes qui sont en charge de la protection des données de manière générale. Il faut peut-être éventuellement légiférer pour créer une autorité de la cybersécurité. Pourquoi pas? De la cybersécurité, de la cyberdéfense. De la cybersécurité qui permet... Ce n'est pas tout à fait la même chose, cyberdéfense. Je ne suis pas spécialiste de la question d'un point de vue sémantique, mais en tout cas de la cyber, pour éviter les cyberattaques, que ce soit grâce à la cybersécurité ou à la cyberdéfense, peut-être réfléchir à une agence qui ait un rôle transverse et multisectoriel. Et ça devrait être probablement créé... Agence maroco-marocaine ou une agence un peu... Une agence avec marocaine. les pays du pourtour méditerranéen? Non, qui coopérerait avec ses homologues des autres régions ou des autres pays. Dernière question, je dis c'est toujours la dernière, mais le groupe de hackers qui a revendiqué toutes les attaques depuis quelques mois, il a revendiqué, on connaît son identité, Jabarot.dz. Personne n'a attaqué ce groupe de hackers en justice. Il a attaqué nos institutions, personne ne l'a attaqué en justice. Certains se disent, mais on ne comprend pas, si effectivement ces attaques sont revendiquées, on a le nom de code, si je puis dire. On sait a priori que ce n'est pas un individu, mais c'est un groupe d'individus avec différents agendas. Qu'est-ce qui aurait empêché une institution, une entreprise qui a été attaquée, qui a été victime d'une cyberattaque, d'attaquer en justice ce groupe de hackers? Un groupe de hackers, déjà, n'a pas pignon sur rue. Donc, quand on dit un groupe de hackers, ils n'ont pas un siège social où on peut les attaquer. Pas de domiciliation, il n'y a pas de... Non, c'est un peu difficile. Donc, les localiser, c'est compliqué. Une plainte portée contre X, où voilà, c'est possible, ça a peut-être déjà été fait, pas à ma connaissance, mais ça a dû certainement être déjà fait. Après, il faudrait qu'il y ait une coopération internationale importante, notamment avec les pays dont sont originaires ces hackers, pour pouvoir avoir une extradition éventuellement, s'il y a une condamnation de ces personnes-là à purger des peines de prison au Maroc ou à payer des amendes au Maroc. Ça me paraît difficile dans la pratique, compte tenu de l'origine prétendue de ces hackers, qu'il y ait ce type de coopération dans un avenir un peu surprenant très proche. Revendiquer son identité, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui est à l'origine et l'auteur de cyberattaques, et en même temps on a l'impression qu'ils agissent en toute impunité depuis plusieurs mois. Et voilà, donc c'était juste l'interrogation. Donc vous dites voilà, c'est une interrogation légitime. Peut-être qu'il y a déjà des jugements dont on n'a pas connaissance contre des personnes identifiées ou non. Après, la difficulté d'appliquer ces jugements-là, on l'a compris, elle est là. Et peut-être ça passera aussi nécessairement par un renforcement du cadre juridique qui pourrait peut-être permettre aussi de meilleure coopération avec des autres organisations à l'international. C'est ce que certains experts juridiques considèrent. Certainement. Merci Maître Mehdi Kettani infiniment à vous. Merci de m'avoir pris reçu. Votre temps, c'est le temps de l'horloge juridique ou l'horloge tout court. Merci de m'avoir reçu. Pour nous éclairer, pour des conseils, vous qui êtes spécialiste aussi en droit et en contentieux, de nous avoir donné des conseils aussi, des recommandations gracieuses aussi autour de ce débat L'Info en Face Matin TV sur les avocats, protection des données personnelles, quelle cyberdéfense juridique pour les justiciables que nous sommes tous. Merci infiniment à vous, en tout cas, et vous dire à très bientôt, pas à la prochaine cyberattaque, bien entendu, mais bon, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.